Bonsoir et bienvenue. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence sur le toit de la Belgique, un toit plat comme vous le voyez, puisqu'on vous emmène découvrir les Hautes-Fagnes, cette région ouverte, sauvage, dont on apprécie aussi le climat particulièrement dur avec des étés chauds et des hivers très froids. On va sortir des sentiers battus pour vous et vous emmener découvrir la flore et la faune exceptionnelle de cet endroit. On suivra aussi les hommes et les femmes qui y travaillent pour empêcher que la forêt ne se referme et ne comble entièrement les tourbières. Enfin, on découvrira aussi que ces tourbières, justement, qui font jusqu'à 8 mètres d'épaisseur, sont un fantastique filtre pour l'eau, puisque la moindre goutte d'eau qui y tombe va être filtrée, épurée et ressortir de l'autre côté parfaitement potable. Dans les vasières comme ici, les visiteurs sont guidés sur ces chemins de bois, ces caillebotis. Ça leur permet non seulement d'atteindre des zones de vasières dans lesquelles on s'enfoncerait sans support, et puis ça permet aussi et surtout que les végétaux ne soient pas trop écrasés par le passage des visiteurs. Rassurez-vous, quand on est sur ces chemins, on peut apercevoir déjà quelques merveilles avec un tout simple ustensile comme cette loupe. On va pouvoir observer la drosera, une toute petite plante rouge qui a l'air toute innocente avec toutes des petites gouttelettes qui s'accrochent, mais figurez-vous que c'est bel et bien une plante carnivore. Dans ces contrées humides et marécageuses, les droseras ne sont pas les seuls pièges à éviter. Pour s'aventurer dans ces tourbières, mieux vaut éviter de sortir des chemins balisés. Elles développent des gouttelettes qui peuvent être confondues avec la rosée matinale. Mais en réalité, ces petites boules transparentes sont des attrape-mouches gluants qui vont emprisonner les insectes. Une fois prises au piège, les victimes sont asphyxiées. La plante en retire lentement, ce qui lui permet de survivre dans ce milieu hostile. Pour s'aventurer dans ces tourbières, mieux vaut éviter de sortir des chemins balisés. Annick, on vient de voir que dans les Hautes-Fagnes ici, tu avais ces petites plantes carnivores. Elles risquent pas de nous manger, mais par contre, on nous raconte souvent que si on avance dans les tourbières, on risque à un moment de disparaître carrément. Disparaître, je ne pense pas, mais franchement, il faut mieux se méfier quand même. On est vraiment dans un milieu gorgé d'eau et donc très peu stable. Tu risques de t'enfoncer quand même jusqu'à la tête. Et puis, il vaut mieux pas sortir du chemin aussi parce qu'en venant ici avec toi, tu nous indiques tous des végétaux. On a l'impression de marcher dans une bijouterie avec toutes des petites plantes précieuses et rares. Des petites plantes, effectivement, toutes petites, mais qui sont effectivement très rares aussi et liées vraiment au milieu tourbeux qu'on a ici. Et donc, on a par exemple la linaigrette que tu vois à feuilles étroites, là, avec ses pompons blancs. Et cette linaigrette se retrouve vraiment sur une tourbière qui affleure, qui est déposée sur la nappe d'eau. Et donc, ça s'appelle une tourbière de transition ou tremblante. Qu'est-ce qui fait de ce milieu un milieu si particulier chez nous et qui nous évoque tellement la vie sauvage ? C'est un milieu particulier parce que les tourbières ne se rencontrent pas partout. On les rencontre ici sur le haut plateau ardennais parce qu'il y fait froid, parce qu'il y pleut beaucoup et parce qu'on a un milieu, un sol imperméable. Et il faut absolument ces conditions-là pour qu'il y ait beaucoup d'eau qui reste accumulée et que la tourbe puisse s'accumuler petit à petit. La linaigrette n'est pas la seule plante qui peuple ces tourbières. En cherchant un peu entre les herbes, on découvre ces petites pommes rouges, appelées communément canneberges. Ces fruits comestibles ont une croissance très lente, en raison du manque d'éléments nutritifs du milieu. On est dans un milieu où il y a beaucoup d'eau. On a envie de dire, est-ce qu'on aurait l'impression qu'on va trouver facilement des batraciens dans les différentes mares, les endroits ? Non, en fait, on est dans un milieu très acide. Tu peux imaginer du jus de citron à peu près, et donc très peu d'éléments nutritifs, donc très peu de batraciens. L'absence de batraciens et de poissons favorise le développement des libellules et des demoiselles. Ce sont même les principaux prédateurs de ce milieu. Leurs populations ont chuté il y a quelques années après l'assèchement des tourbières. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de réhabilitation de ces zones, les libellules réapparaissent en force et leur nombre ne cesse de croître. Le fait de voir des libellules sur des mares comme celle-ci, ça veut dire que l'eau est en bonne santé, que le milieu est en bonne santé? Ce sont des eaux de bonne qualité, d'une qualité particulière puisque ce sont des eaux pauvres et très acides.
mais évidemment avec une qualité relativement bien préservée. Forcément, on est loin ici des sources de pollution. La réapparition des libellules est liée au lancement d'une série de projets baptisés LIFE. Leur but est de réennoyer les tourbières par la construction de digues ou par le colmatage à l'argile des drains installés par nos ancêtres. Ces travaux permettent aux tourbières de retrouver leur visage d'antan. Après quelques années, les premiers résultats sont déjà bien visibles et quantifiables. Ça, c'est pas une libellule. Donc une demoiselle. Les demoiselles sont plus fines, ont les ailes allongées le long du corps, au repos, alors que les libellules vraies tiennent leurs ailes écartées par rapport au corps. Ce sont aussi des prédateurs, ça, elle va aussi... Alors ce sont des prédateurs aussi, simplement ils s'attaquent à des plus petits insectes que les grosses. Fascine aussi pour leur vol, leur capacité à décoller, s'arrêter, avancer, reculer. Ce sont des voiliers assez impressionnants qui ont des capacités étonnantes au niveau du vol. Parviennent vraiment à faire des accélérations impressionnantes, à faire du surplace, à voler, à monter, à descendre, même des loopings parfois. Enfin, avec des ailes toutes transparentes, c'est quoi le... Des ailes transparentes mais qui sont en fait assez rigides. Il y a toute une série de nervures dans les ailes qui rigidifient vraiment la structure et qui permettent vraiment des battements assez rapides et donc des accélérations aussi très importantes. Les scientifiques continuent d'inventorier et de compter libellules et demoiselles afin de vérifier l'état de santé de leur population. Le soleil est juste en train de sortir là et c'est le bon moment pour décoller ce matin. On est sur la piste de Bullingen, enfin sur le champ de Bullingen, de Bullange, et c'est d'ici qu'on va décoller pour essayer de prendre un peu de hauteur et voir les Hautes-Fagnes d'au-dessus, pouvoir bien lire le paysage avec Julie qui est dans l'autre engin. Et puis on verra aussi l'impact des projets LIFE qui depuis des années sont financés pour pouvoir maintenir ces milieux particulièrement fragiles. En prenant un peu de hauteur, on perçoit mieux les transformations du paysage. Julie Plunus, une des responsables du projet LIFE, connaît chaque hectare de ces tourbières et peut décrire parfaitement la nouvelle cartographie des lieux. Ici, sur notre droite, nous pouvons observer déjà un milieu typiquement fagnard. Donc nous avons la présence d'une tourbière haute active qui est caractérisée donc par une tache plus brune, plus sombre, et qui est piquetée de bouleaux, de feuillus. Les bouleaux sont signe d'un assèchement. Et donc nous avons dans un premier temps coupé les bouleaux et alors nous avons réalisé différentes petites mises sous eau en réalisant des digues en argile et en tourbe. La réorganisation des tourbières est saisissante. Les zones inondées sont de plus en plus nombreuses. Chaque nouvelle parcelle permet de recréer un habitat particulier. À terme, ces zones communiqueront entre elles et ce vaste réseau devrait favoriser la biodiversité. Le but, c'est vraiment de reconnecter tous les ensembles, cette mosaïque d'habitat et de permettre justement aux différentes populations d'espèces de pouvoir voyager entre ces habitats-là. La végétation peut offrir des contours élégants, finement ciselés, comme ceux des fougères. Mais derrière cette beauté apparente se cache en fait un envahisseur qu'il convient d'éliminer. En grandissant, les fougères ont tendance à étouffer le sol. Elles barrent ainsi la route à d'autres plantes et à terme, elles appauvrissent le milieu.
Pour éliminer ces fougères, Mourad utilise des chevaux de trait. Ces animaux, réputés pour leur robustesse et leur puissance, tirent un rouleau qui sert non pas à arracher les fougères, mais bien à les briser sur plusieurs niveaux. Voilà en fait l'impact du rouleau ici. Donc ça c'est la tige qui est dans le sol. Il y a déjà un premier impact là, ici, là. On voit bien que ça casse. On affaiblit la fougère, on ne la détruit pas. Le but n'est pas de faire un fauchage. Le but c'est vraiment de blesser la fougère pour essayer qu'elle perde de l'énergie dans la partie qui est déjà existante. Pas refaire une nouvelle pousse en tout cas. Ces terrains se situent en zone de captage d'eau de la société Spa Monopole. Pas question donc d'utiliser des moyens qui risqueraient de polluer les nappes phréatiques. Le tracteur a été évincé au profit du cheval, un outil plus écologique et parfaitement adapté aux difficultés du relief. Ici, le sol est accidenté, recouvert de cailloux et de morceaux de bois. Le cheval prend les traits d'un 4x4 plutôt performant. On voit déjà là des plantes qui commencent à recoloniser le milieu puisque la fougère commence à disparaître. Au bout de 2 ans, d'autres plantes se réapproprient petit à petit l'espace. Cette baie bleu noirâtre est le signe de la présence de myrtillers. La calune, sorte de bruyère très mellifère, recouvre à nouveau les landes sèches. Retour également de la gentiane pneumonante, qui offre en été ses splendides fleurs bleues. Enfin, la digitale est une plante très courante, qui affectionne tout particulièrement ces milieux acides. Brouillard, bruine et grisaille sont 3 mots-clés qui caractérisent le climat des Hautes-Fagnes. Il se distingue de celui du reste de la Belgique par des températures en moyenne plus basses qu'ailleurs. Cela s'explique notamment par l'altitude, avec un point culminant à 690 mètres. Les crêtes ardennaises sont régulièrement enneigées et le volume des précipitations annuelles est important. Du coup, les Hautes-Fagnes disposent d'un important réservoir d'eau qui s'accumule d'abord en surface, puis s'infiltre dans les nappes phréatiques. L'eau peut ainsi voyager plusieurs années sous terre avant de ressortir pure, grâce aux efforts des gestionnaires de la zone. Donc là, pourquoi tu nous emmènes dans cet endroit pour nous parler de la pureté de l'eau? Je pense que c'est probablement le meilleur endroit pour parler de la qualité vraiment exceptionnelle des eaux de Spa. Ici, on est vraiment quelque part précurseur de la gestion durable des ressources naturelles, donc environnement, eau et biodiversité, parce que pour avoir une eau pure, il faut un environnement pur. Et donc à Spa, on a démarré très tôt, puisqu'il y a plus de 125 ans qu'on a mis en place un périmètre de protection, et on a mis toute une série de mesures de protection tout à fait originales. Et donc concrètement, ça veut dire quelles mesures pour protéger l'eau? On a supprimé tous les risques de pollution, il n'y a pas d'agriculture, pas d'élevage, pas d'industrie, et on a fait une gestion après de la nature en lien avec l'eau. Tout au long de son parcours, l'eau est en contact avec une roche de couleur rouge. Cette coloration est le résultat d'une réaction chimique toute naturelle. Quand tu vois ton guide, tu es vraiment ici dans le type de roche locale. On voit bien cette couleur rouge tout à fait typique qu'on retrouve. Et cette couleur rouge vient d'où? Elle vient tout simplement du fer qu'on retrouve en grande quantité dans les eaux souterraines. Et donc les petites sources qui sortent ici dans les environs, le fer qui en fait va commencer à s'aérer, va précipiter et donner de l'oxyde de fer qui est rouge. Et qui donne cette couleur vraiment typique de la région. On parle de ruisseaux qui s'appellent l'eau rouge, donc les anciens ont tout de suite été marqués par cette présence de fer. Un bon moyen de s'assurer de la qualité des eaux, c'est de faire appel aux sentinelles de l'environnement. Des dizaines de milliers d'abeilles vont remplir ce rôle. L'analyse des pollens et du nectar permet de tirer des informations très intéressantes sur la présence ou non de pollution. Alors nous, c'est le travail de surface. On considère que si la surface, en tout cas, je dirais, est de qualité, eh bien l'eau pourrait être de meilleure qualité. Alors qu'est-ce qu'on observe
À l'intérieur, on fait des prélèvements de pollen qui représentent vraiment l'environnement, toutes les fleurs qu'on a dans notre environnement, de nectar également. On fait des analyses en laboratoire. Et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on a des pesticides dans l'environnement? Est-ce qu'on a des métaux lourds? Et est-ce qu'on a une biodiversité, une diversité florale qui est abondante? Donc là, tu viens de nous ouvrir une ruche dans laquelle il y a 50 000 abeilles. Chacune d'entre elles vont quasiment te servir de veille pour voir la qualité de l'eau et de l'environnement en général. Alors il faut savoir que chaque colonie, en fait, les abeilles vont butiner sur 1,5 km de rayon. Donc c'est 700 hectares, c'est presque 1000 terrains de football. Et donc sur cette surface, juste à proximité des zones de captage d'eau, on peut évaluer l'environnement. Alors le but du projet pour nous, c'est vraiment de mettre finalement en collaboration les abeilles, mais aussi l'ensemble des personnes qui pourraient participer à améliorer la situation. À l'heure actuelle ici, dans le cadre du projet qu'on mène ici, on n'a pas trouvé de pesticides ni de métaux lourds dans finalement les échantillons qu'on a pu prélever. Donc ces ruches-ci, elles t'ont en tout cas révélé que l'environnement est plutôt sain par ici. Alors les Hautes-Fagnes se portent effectivement bien sur base de nos prélèvements, mais il faut savoir aussi que des mesures sont prises ici dans l'environnement, notamment au niveau des zones de captage, parce que les protections qui sont mises en place ici permettent d'assurer une qualité environnementale. L'eau est omniprésente dans les Hautes-Fagnes. C'est une ressource précieuse qui peut aussi se transformer en énergie. La construction de barrages hydroélectriques sur la Warche a engendré des lacs profonds, comme ici, à Robertville. Le filtrage fait par les Hautes-Fagnes dans l'eau, on l'a déjà vu, est assez impressionnant. Il ressort une eau assez pure. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une eau normalement de bonne qualité? Alors l'eau est de très bonne qualité, puisqu'à l'origine aussi, ce sont des réserves d'eau potable potentielles pour Malmedy et la région. Et en plus, en termes de qualité d'eau, on a des eaux qui sont d'une qualité supérieure en termes de pollution et d'absence de pollution. Jean-Christophe va nous emmener dans les profondeurs de cet énorme bassin d'eau douce. Cette eau, réputée si pure, va malheureusement ce jour-là se révéler complètement verte. Visibilité quasi nulle. Jean-Christophe, aujourd'hui, là, tu m'as emmené dans une eau où je vois quasiment pas mes palmes. Alors on a effectivement une turbidité, donc une visibilité qui est relativement réduite par rapport à un phénomène tout à fait particulier, et on a une eau très verte aujourd'hui. Et pourquoi? C'est quoi toutes ces petites particules en suspension? Alors toutes ces petites particules sont des êtres vivants. Ces êtres vivants, en fait, de par des conditions tout à fait spécifiques de température et de luminosité, se retrouvent à croître de manière exacerbée et finalement développent en fait la base de la chaîne alimentaire qui est le phytoplancton. Plus on s'enfonce dans les profondeurs du lac, et plus la gelée verte s'épaissit. Elle agit comme un filtre de lumière qui obscurcit totalement l'espace. Sans lampe, c'est le noir absolu. Dans ces conditions, difficile d'apercevoir le moindre poisson. Heureusement, ces blooms planctoniques ne durent en général que quelques jours. L'eau retrouve ensuite progressivement sa clarté et nous permet de découvrir une partie des occupants du lac. Alors on retrouve une relative diversité, mais si on monte dans les grands prédateurs, on va bien évidemment avoir tout en haut de la chaîne le brochet, mais un autre carnassier relativement impressionnant qui est le sandre, qui est un poisson aussi tout à fait particulier et qui va avoir une niche écologique un peu différente de celle du brochet. Alors le sandre, et comme la grande majorité des poissons, vont avoir des comportements différents lors des périodes de reproduction. Et donc ici on se trouve par rapport à un sandre qui protège son nid, qui va vraiment, et on observe parfaitement sur l'image, ce cercle qui est dessiné avec au centre le petit amas de végétaux qu'il a utilisé pour y mettre ses œufs. Après le lac, les marais et les tourbières, direction les arbres et les forêts, en compagnie d'un autre passionné de nature. Donc là tu nous emmènes et tu vises l'arbre là.
Voilà, c'est ça, le boulot de carte postale, vraiment le boulot représentatif des Hauts-de-Fagne. Il est intéressant parce qu'il est vraiment représentatif, caractéristique du milieu fagnard, puisqu'il est à proximité d'un sentier, ce qui facilite quand même la démarche. Mais il était vraiment le symbole parfait de l'endroit, donc pour moi il avait tous les éléments intéressants pour assurer son suivi. Et alors tu répètes et encore répètes la même opération. Voilà, depuis maintenant 15 ou 20 ans, je ne sais plus exactement, je viens le plus souvent possible pour lui tirer le portrait, lui et le paysage qui l'entoure. C'est quoi le plaisir du photographe et du naturaliste de faire cette opération ? C'est le plaisir en tant que photographe, d'abord, parce que c'est quand même chaque fois une prise de vue à soigner. C'est le plaisir de venir dans un endroit que j'affectionne particulièrement, que je connais bien et dans lequel se trouvent mes racines finalement. Je pourrais me comparer au boulot. Ces racines sont dans la tourbe et les miennes sont un peu ici aussi. Il y a des moments, des années précises ou des mois précis, des dates précises dont tu te souviens d'avoir pris la photo ? Dès que la saison hivernale commence, c'est là qu'on va avoir quasiment tous les jours un élément différent dans le paysage. Ça, c'est vraiment, comme photographe et comme observateur de la nature, le plus intéressant. Et s'il n'y a pas d'intervention de l'homme, par contre, le paysage va évoluer. Oui, le paysage va évoluer. Ici, on est dans un milieu qui est géré. Et sans intervention, en 15-20 ans, la nature n'aimant pas le vide, c'est la forêt qui va s'installer. Le milieu va se fermer complètement et ce sont les arbres qui vont finalement dominer complètement aussi. Qu'est-ce que tu pourrais retrouver alors à ce moment-là comme oiseau qu'il n'y a pas pour le moment, mais qu'il y a dans les forêts autour ? Par exemple, certains rapaces comme l'épervier, l'autour des palombes et caractéristiquement les pics comme le pic noir, qui est une espèce vraiment forestière. Le pic noir peuple les forêts, mais il n'est pas pour autant facile à trouver. Donc là, on est beaucoup plus dans le milieu, on va trouver le fameux pic noir dont tu nous parlais. Oui, clairement, ici, on est dans son habitat, avec des vieux arbres, du bois mort, une lisière, un niveau varié d'étagement. Donc on est vraiment dans l'habitat qui lui convient. La recherche s'oriente vers un oiseau au plumage noir, assez discret, mais de grande taille, environ 50 cm. Pour le trouver, mieux vaut peut-être fermer les yeux et tout simplement tendre l'oreille. Donc là, tu nous as installé à un endroit où on a beaucoup plus de chances de voir ce fameux pic noir. Oui, clairement, ici on est à proximité de ces cavités, creusées dans différents arbres. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour espérer une belle observation. Tu veux dire les cavités, c'est-à-dire c'est les trous qu'on voit et c'est là-dedans qu'il y a son nid ? Voilà, c'est ça. C'est lui qui a creusé l'arbre, qui a vraiment entamé le bois pour s'aménager une loge de taille suffisante pour y pondre et élever ses jeunes. Donc une fois qu'il a creusé son nid, la femelle va pondre et couver là-dedans. Ouais. Et puis les jeunes vont grandir dans la... Les jeunes vont grandir dans la cavité et ils seront nourris continuellement par les deux parents. Bon, et là on attend, il revient tous les combien de temps ? Il y a un cycle ou c'est approximatif ? C'est approximatif et l'espace entre les nourrissages peut être très long, 1 heure, voire 1 heure et demie. Toi, qu'est-ce qui te fascine et te fait attendre des heures devant ce spectacle ? Le pic noir, c'est vraiment l'esprit de la forêt sauvage. Comme c'est un oiseau assez farouche, peu abondant, très discret, qui ne se laisse pas observer facilement. Donc il y a clairement une motivation à passer du temps pour observer un oiseau magnifique. Dans ces forêts, une autre espèce vit une existence discrète. La salamandre mesure une vingtaine de centimètres et se reconnaît facilement à ses couleurs jaune et noir. Cet amphibien sort rarement en pleine lumière et préfère l'obscurité totale à la clarté du jour. Recouverte d'un mucus, sa peau présente un aspect lisse et humide. Elle sécrète un venin corrosif qui la protège des effets de la chaleur. Cette sorte de bouclier protecteur l'aurait, dit-on, rendu insensible aux feux de forêt. Mais ceci n'est évidemment qu'une légende. Ovovivipare, la salamandre donne naissance à des larves. Elle les dépose dans des sources, des ruisseaux ou des mares. En grandissant, ces larves se métamorphosent. Elles se dotent de pattes et de poumons qui l'obligent à sortir de l'eau pour adopter une existence terrestre.
Mais la salamandre ne s'éloignera jamais vraiment des zones aquatiques. Sa peau doit constamment rester humide pour lui permettre de survivre. Voilà pourquoi elle se cache sous les pierres et les feuilles pour éviter la chaleur des rayons du soleil. Apprécier les trésors des Hautes-Fagnes nécessite de la patience, de la chance et de bonnes jumelles. Du haut de ce promontoire, à l'abri des regards, il est alors possible d'assister à un des plus beaux spectacles de nos Ardennes. Là, tu nous as emmenés sur le haut de cette tour. C'est un des endroits où on peut voir non seulement ce fameux paysage, mais aussi quelques-uns des animaux emblématiques de l'endroit. Oui, c'est vraiment l'endroit idéal parce qu'on a à la fois une lisière forestière, une zone ouverte avec de la lande dans laquelle il y a pas mal de nourriture pour le moment. Donc une grande partie de la nuit, les animaux sortent de la forêt pour profiter de toute la nourriture à disposition, la quiétude de l'endroit. Un des spectacles qu'on peut voir ici, c'est le brame et entendre. Oui, absolument. Oui. Là, les mâles vont sortir du bois pour chercher justement les groupes de femelles pour entamer le grand spectacle du brame et de la reproduction. Il y a un autre spectacle qui tombe quasiment du ciel à certains moments de l'année, c'est les fameuses grues cendrées. Ouais, voilà, au moment des migrations de printemps et d'automne, on est en plein sur un axe migratoire des grues cendrées. Pour s'arrêter, pour prendre un peu de repos, les grues affectionnent particulièrement ce type de paysage ouvert où elles peuvent voir arriver un éventuel danger de très loin. En automne, 200 à 300 grues cendrées peuvent ainsi se réunir. Et grâce à l'impact des projets LIFE, d'autres espèces d'oiseaux reviennent progressivement dans nos Hautes-Fagnes. On a par exemple ici l'engoulevent d'Europe, on a les tariers, donc on n'a pas 20-25 espèces, on en a quelques-unes, mais qui sont quant à elles de haut intérêt biologique pour la Wallonie, et donc qui encouragent les gestionnaires à continuer les travaux d'aménagement, de gestion et d'entretien de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, mais aussi de la fagne de Malchamps ici à Spa. C'est dans ce paysage de steppe que se termine notre voyage dans les Hautes-Fagnes, un paysage modelé par une météo intense, très froide en hiver, très chaude en été. Un voyage que chacun de nous peut entreprendre à quelques kilomètres de chez lui. Voilà, bonsoir et rendez-vous la semaine prochaine avec toute notre équipe pour de nouveaux voyages extraordinaires.